Bienvenue sur Les Clés du Mieux-être, un espace où l'art, le corps et l'âme se rencontrent. Je suis Alicia et ensemble explorons les clés pour un mieux-être profond et accessible. Installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le podcast Les Clés du Mieux-être avec Ulysse qui va se présenter juste après, donc sur le sujet de ma créativité, mon identité, mon job. Donc moi je me présente, c'est Alicia, art thérapeute praticienne en drainage et présentatrice du podcast. Et je laisse Ulysse le soin de se présenter. Salut à toutes et à tous. Alors moi c'est Ulysse, de mon prénom, Ulysse 2001, mon nom d'artiste. Je suis artiste, rappeur, slammer et aussi musicien au sens plus large, puisque j'ai créé mon collectif artistique Grand Équipage. Et du coup, je cherche aussi à promouvoir la musique sous toutes ses formes. Et accessoirement, j'ai rencontré Alicia lors d'un voyage en Suisse que j'avais fait pour le travail et qui m'a amené à découvrir les drainages lymphatiques que j'ai beaucoup appréciés, qui m'ont fait beaucoup de bien. Et c'est comme ça un petit peu qu'on s'est rencontrés. Oui, par hasard sur un marché. On adore. Tout à fait. Le hasard fait bien les choses. Du coup, pour présenter un peu plus le sujet, c'est un sujet dont on a échangé entre nous en off, comme on dit, parce que Ulysse a lancé donc un EP, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Voilà, qui était vraiment identitairement, qui avait une identité propre, voilà. Peu importe l'outil créatif utilisé, c'était vraiment très très travaillé. Et donc, on est venu des questions qu'on s'est posées l'un et l'autre et dont on a échangé par audio interposé. Mm-hmm. Et donc, c'est sur ça que va porter le sujet du jour. Et ma première question, elle s'invite simplement sur qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre le micro à la base et de t'enclaver dans cette notion musicale qui est le chant, le rap, le slam, etc. Alors, c'est venu depuis tout petit, hein, comme souvent les passions artistiques commencent assez tôt. Pour ma part, c'est quelque chose qui n'était pas conscientisé, mais qui était déjà là depuis que j'étais tout petit. Notamment l'écriture, hein, ça a été le premier médium, on va dire, que j'ai utilisé à 6 ou 7 ans. Et puis, j'ai découvert la musique grâce à ma maman qui faisait de l'accordéon, qui m'a donné envie d'en faire aussi. Et puis, en fait, je suis allé au conservatoire, j'ai toujours écrit, toujours fait plus ou moins de la musique. Et puis, c'est plus à l'adolescence, pendant une période compliquée de l'adolescence où, en fait, disons que j'ai beaucoup plus plongé dans la pratique de l'écriture et du rap. Et puis c'est en fait à la fin du lycée que je commence à faire un peu des petits concerts, je rappe en soirée, tout ça. Et puis c'est à la fin du lycée que il y a un concert de fin d'année qui est organisé par la Manufacture Chanson, qui est un centre des musiques actuelles à Paris. Et puis avec un groupe qui s'appelle Billets d'humeur. Et puis en fait, je fais ce concert et je suis déjà du côté aussi de l'organisation et du côté des artistes. Je fais ce concert, on m'encourage, on me dit écoute, t'as quelque chose, faut continuer. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai un petit peu le déclic, donc à la fin du lycée, où je me dis en fait, je vais partir en fac de musicologie, je vais me lancer dans mes projets, etc. Et donc là, ça fait 6 ans que je suis sur cette voie d'une façon sérieuse, dans le but en tout cas de me professionnaliser. Et j'en suis à mon donc troisième EP là qui est sorti le mois dernier, qui s'appelle Fragment. Yes. Et à la base c'était un hobby. Après pour aller vers le job, c'est devenu quoi? C'était un besoin de s'exprimer ou comment t'en es arrivé là? Alors comment j'ai arrivé comment je suis arrivé à passer, on va dire comme tu dis, d'un hobby à un job. C'est si tu veux ça a switché en fait assez naturellement chez moi. C'est-à-dire que c'est surtout l'impression que je pouvais pas vraiment avoir d'entre-deux. C'est-à-dire que je ne me voyais pas faire d'autre chose. Et parce que je vivais la musique et l'art d'une façon plus générale comme une sorte de nécessité dans ma vie, véritablement comme une vocation, comme quelque chose où en fait tu ne peux pas ne pas faire sans. En fait tout à fait spontanément ça m'a dirigé vers ça comme une activité professionnelle, bien que depuis que j'en fais mon activité professionnelle finalement et donc où je suis moins un amateur, paradoxalement je fais beaucoup moins de musique à proprement parler. Ça c'est peut-être un sujet que tu déploieras dans le podcast, mais en fait je fais nettement moins de musique.
puisque je passe beaucoup de temps aussi à gérer mon projet professionnel musical. Donc c'est moins faire de la musique, mais au sens propre, je suis du coup moins un amateur. Je pratique moins ça comme un hobby et je vois de plus en plus ça comme une pratique professionnelle et du coup avec tout ce que ça implique. Donc voilà, tout à fait naturellement pour répondre à ta question. Disons que je suis passé d'une pratique hobby, amateur, à une pratique au fur et à mesure professionnelle, en voie de professionnalisation en tout cas. Ouais, bah j'ai envie de te dire bienvenue dans le monde de ceux qui vivent d'un métier passion. Je crois qu'à un moment donné, on oublie de revenir au côté juste créatif. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et du coup, on a beaucoup parlé donc dans nos échanges de ce qui était de l'ordre de l'identité créative. Donc ça va être un peu le fil rouge du podcast. Et moi, j'ai envie de te demander, dans toutes ces années où tu as pu créer et un peu toucher à tout finalement, à quel moment tu as su que c'était qui tu étais en tant qu'artiste? Ulysse 2001, c'est quoi son monde, tu vois? Alors ça, c'est une excellente question qui est très vaste. Je vais essayer d'y répondre de la façon la plus efficace possible. Mais disons qu'il y a vraiment ce moment où au début, tu te cherches. Tu te cherches et ça fait partie du processus. Moi, en tout cas, c'est mon impression. C'est-à-dire que et c'est tant mieux en fait. Tu te cherches, tu crées un peu au hasard, tu sais pas trop où tu vas. Pour ma part, mon premier EP que déjà je sors sous un ancien nom, c'est un EP. Je sais pas où je l'emmène en fait. Je sais pas ce qui sort de ça. C'est de la pure création. J'ai pas vraiment de connaissances en mixage. J'ai pas de connaissances en production. J'ai pas de connaissances. Et en fait, je fais ça avec ma mère pendant le Covid. On est du coup comme ma maman est musicienne. Alors elle pas musicienne professionnelle, mais bon, elle sait composer, elle fait du piano, tout ça. Donc en fait, on part comme ça un peu au hasard. Moi, j'avais sorti déjà quelques petits clips, quelques petits trucs sur YouTube à partir d'instru et tout qui venaient de YouTube. Et là, disons, on se lance dans un projet de A à Z. J'ai mes textes et puis on découvre le process. Et un peu par hasard, à la fin, il y a un EP qui sort de ça. Et tu te dis, avec du recul, tu le regardes, tu sais pas sous quel angle le prendre. C'est un peu un ovni et ça témoigne vraiment d'un premier projet. Cet EP, il a le mérite d'exister. Du coup, il est sur ma page Ulysse Orpheus, donc mon ancien nom d'artiste. Et puis, en fait, c'est grâce à cet EP-là, j'obtiens une aide à l'autoproduction de la SACEM, qui est donc un peu l'organisme en France qui s'occupe de la gestion des droits d'auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Et puis, ça m'ouvre aussi, du coup, cette aide, elle m'ouvre à des stages de professionnalisation, etc. Et je rencontre des professionnels, j'ai des entretiens qui sont d'ailleurs pas toujours hyper positifs, mais en tout cas qui me permettent de prendre conscience de certaines réalités. Et puis, à partir de là, dans la foulée, j'étais déjà en train de créer un autre EP. Dans la foulée, j'amorce mon premier EP sous le nom de Ulysse 2001. Mais en fait, tout en créant l'EP, je commence à réfléchir beaucoup plus à la notion de direction artistique et je commence à comprendre ce que ça implique. C'est-à-dire, le goût, en fait, chez moi, commence à naître de donner corps, en fait, à un projet qui se tient dans l'ensemble et de me dire, en fait, je vais partir de là, je vais finir là. Il va y avoir justement une trame, une narration, un fil rouge entre mes différents morceaux, comment je pense le son. Et je dois dire que l'apport d'un des gars du groupe qui justement avait parrainé mon concert à la fin du lycée, qui est aussi ingénieur du son et qui a travaillé sur cet EP avec ma mère et moi, puisque le deuxième EP, c'est aussi un EP que j'ai fait avec ma mère, eh bien, il a été d'une aide très précieuse parce que lui, comme c'est un professionnel depuis de nombreuses années, il m'a aidé à avoir, si tu veux, cette conscience, en fait, affûtée sur, voilà, un projet, il doit se tenir musicalement, c'est un peu comme une réalisation d'un film, mais version musicale, c'est-à-dire tu dois penser ton son. Et donc, c'est vrai que c'est comme ça qu'est venue petit à petit la patte, l'identité, comme tu dis. Et puis, chez moi, c'est aussi beaucoup passé, et je m'en suis rendu compte avec le temps, sur l'image. C'est-à-dire que j'étais à l'époque avec une amie qui était de Normandie, et en fait, on marche un moment dans un paysage magnifique dans la Manche, et puis je me dis, mais en fait, il y a quelque chose, il y a une image à faire avec il y a un film entre guillemets à réaliser, et j'ai écrit en fait un synopsis, je l'ai proposé à un clipper, et au final on a fait un clip pour Naufrage, du coup mon deuxième EP, et dans ce clip là il y a eu vraiment une cohésion
avec le réal, il s'est passé quelque chose, il y a eu une performance, il y a quelque chose qui est passé dans le clip, et j'ai donné une nouvelle dimension aussi à mon projet artistique, qui n'était pas seulement une dimension musicale, mais aussi une dimension audiovisuelle. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, élargis un peu ta focale. Certes, t'écris, t'interprètes, ok, auteur-interprète, mais t'es aussi quelqu'un qui a une vision euh, de réalisateur. Alors j'ai mis des années à l'assumer, ça a créé des conflits avec beaucoup de partenaires réalisateurs, ça a mis fin à pas mal de collaborations, mais au final j'ai compris que effectivement ma direction artistique elle était plus vaste, elle était non seulement sur l'image et sur la musique. Ce parcours-là m'a permis de comprendre et d'acter et d'opter pour le nom Ulysse 2001. Parce que jusqu'à peu de temps avant que le deuxième EP sorte, j'avais pas encore ce nom définitif. Et c'est à l'été c'est pendant l'été, souvent tu vois, pendant l'été, tu peux prendre du recul un peu sur ton année. Et j'ai compris des choses. Et du coup, j'ai opté pour Ulysse 2001, tout simplement parce que 2001, c'est mon année de naissance, Ulysse, c'est mon prénom. C'est deux choses qui ne changeront pas dans ma vie. Et puis, ça pose, je trouve, déjà le décor que j'ai envie de donner à mon œuvre, c'est-à-dire le côté très ancien et mythologique du prénom Ulysse, et le côté tourné vers l'avenir, tourné vers le troisième millénaire du 2001. Et ça marque un contraste entre, on va dire, passé et futur. Et puis, ça renvoie à 2001, l'Odyssée de l'espace, ça renvoie dans les imaginaires collectifs à Ulysse 31. Bon, alors, je m'appelle pas Ulysse 31, hein, c'est Ulysse 2001. Mais en tout cas, voilà, ça renvoie un peu à tout ça. Et je dirais que c'est à partir de là que j'ai commencé, pas que j'ai définitivement installé mon identité artistique, mais que j'ai commencé à comprendre la notion de direction artistique. Et ce n'est véritablement qu'à partir en fait de ce troisième EP là que j'ai sorti. C'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment un process à suivre. Il faut croire dans le processus en fait. Et aujourd'hui, tu vois, ce n'est qu'à partir de mon troisième EP que bien sûr ta vie elle évolue, tu changes avec le temps, tu comprends des choses, tu mûris, tu as des épreuves, etc. Et donc en fait, ton identité, bah, heureusement d'ailleurs, elle est mouvante et elle bouge au cours des ans. Par contre, voilà, comprendre la notion de ce qui va faire le liant et le ciment de mon œuvre, c'est effectivement avec ce troisième EP, où là je réunis beaucoup plus ma vision artistique, où aussi je déploie beaucoup plus mon projet puisque je sors de mon projet en duo avec ma mère, je fonde un collectif, un label, en tout cas un collectif qui a pour vocation de devenir un label avec grand équipage en 2024, et ensuite je déploie vraiment plus ce projet comme un projet collectif, et tu vois pour le P Fragment, en fait on est 14 sur le projet, là où on était 3 ou 4 précédemment. Donc en fait vraiment on ouvre comme ça les vannes, et puis on commence à se lancer beaucoup plus dans on va dire le vif du sujet. Et je sors justement pour Fragment, je sors 3 clips, 3 vidéoclips, dont 2 que j'ai écrits et scénarisés et chorégraphiés, et un qui a été co-réalisé avec Emmanuel Mayemba, un copain d'enfance, et aussi réalisateur. Et voilà, du coup, je dirais que de plus en plus j'avance, plus je comprends cette notion d'identité, l'identité qui ne cesse de bouger, qui ne cesse d'évoluer, qui ne cesse d'être approfondie, mais qui prouve un peu sa solidité et son liant, justement dans son aspect hybride. Parce que moi, ce que je défends dans mon art, c'est le côté hybride, non seulement pluridisciplinaire, tu l'auras compris, à la fois audiovisuel, narratif, scénique, et puis musical et littéraire, et en même temps aussi au sein même de l'aspect musical, l'hybridation des styles, parce que j'ai grandi comme ça à cheval entre plusieurs cultures musicales, et j'ai envie de rendre compte de toutes ces cultures, le hip-hop, la chanson, le jazz, enfin voilà, c'est un peu l'idée. Et d'où l'idée aussi de l'EP Fragment, qui consiste à réunir ces fragments pour leur donner sens, en fait. Yes. Ouais, ça correspond bien à ce qui passe à l'image, en tout cas sur tes clips. Et du coup, quand tu dis que ton troisième EP, il représente tout ça rassemblé, je trouve que ça fait vraiment sens avec tout ce que tu viens de partager là. Et on va y revenir parce que du coup, le départ de cette conversation qu'on a eue sur l'identité créative, je me souviens, c'est moi qui écoute ton clip, le premier que tu as partagé, et qui dit waouh, c'est genre hyper riche en tout. Les émotions, elles passent, le texte, il est écrit, on voit que c'est complexe, mais que c'est beau. On voit tout ce qui se passe, et même à l'image, c'est genre incroyable tout ce qui se passe.
Et là, je te dis, en fait, c'est génial, mais j'ai compris 10% de ce qui est passé, quoi. Et je te dis, mais du coup, moi, ça me fait venir une question directe. C'est genre, c'est trop bien, mais je comprends pas tout. Du coup, je suis frustrée parce que j'ai envie de rentrer dans ton monde. Et là, je te pose une question. Je te dis, du coup, ça se passe comment pour les gens normaux? Et tu me dis, bon, les gens normaux, en fait, peu importe finalement ceux qui iront écouter, ce qu'ils pourront comprendre. Mais ce que je veux, c'est que y ait les gens qui vont comprendre, même s'ils sont pas nombreux, ils kiffent à 100% de ce que je suis et de ce que j'ai envie de partager. Bah, tout à fait. C'est-à-dire que déjà, il y a un dialogue en fait qui s'installe, j'ai envie de dire, entre les artistes et les personnes qui reçoivent les créations, qui est un dialogue qui peut être qu'à sens unique, dans le sens où parfois tu vas faire une proposition artistique qui va pas être comprise. Et puis d'autres fois, ça va au contraire énormément résonner chez les personnes. Et moi, je sais que de toute façon, vu ma patte artistique, je suis ce qu'on appelle, même si j'aime pas ce terme, parce que je trouve que voilà, ça renvoie vers une connotation un peu péjorative, mais on est des artistes de niche, c'est-à-dire que moi, en tout cas pour ma part, je sais que ce que je fais, ce que je propose en tout cas pour le moment, c'est niché dans une esthétique très précise, dans le sens où c'est pas, ça n'a pas vocation, si tu veux, à être une musique mainstream. Non pas que je sois particulièrement remonté contre des esthétiques plus mainstream, mais parce que pour l'instant, dans mon process artistique, je suis dans une recherche de sonorité, je suis dans une recherche de texte, je suis dans une recherche visuelle, qui est avant tout une recherche de sens à ma propre vie déjà, tu vois, c'est avant tout une sorte de quête personnelle. Donc dans cette quête personnelle, si tu veux, je prends par la main les gens qui ont envie de participer à cette quête et je leur donne à voir et à entendre et à écouter et à ressentir ma propre quête. Et donc effectivement, ça peut rencontrer des obstacles parce qu'il y a des gens qui sont tout simplement pas dans cette quête ou dans cette vision. Et puis à l'inverse, tu peux avoir des gens qui vont me faire des retours extrêmement enthousiastes en me disant, notamment là dernièrement, une connaissance de Normandie qui me dit, mais en écoutant l'un des titres sur mon dernier EP, qui me dit, mais écoute, j'ai compris ta vision. Et genre, il me dit, ah ouais, mais là, j'ai complètement compris ce que tu voulais exprimer et tout. Et qui a été complètement mordu et complètement fan, entre guillemets. Et c'est vrai que voilà, je me dis, moi, pour le moment, je suis dans cette démarche-là, si tu veux, je préfère parler à peu de monde, entre guillemets, mais parler et raisonner en profondeur, plutôt que d'essayer de couvrir plus large, peut-être au risque de perdre un peu en mon message. Et aussi, chose importante qui est important de dire selon moi, c'est que justement, dès que tu livres ton œuvre, elle t'appartient plus. À partir du moment où elle t'appartient plus, en fait, c'est libre à chacun de venir puiser dans ce que tu proposes des éléments qui vont pouvoir comprendre, s'approprier ou pas. Et ça peut être, tu vois, certains éléments. Ça peut être aimer une partie du visuel, ça peut être aimer une partie de la musique, ça peut être aimer le texte, moins saisir le reste. Mais en tout cas, ce que j'essaye de proposer en fait, en proposant un univers complet et une esthétique complète, c'est de dire voilà, je propose ça. C'est un monde visuel, c'est un monde sonore, c'est un monde textuel. Et dans ça, tu prends ce qui te nourrit. Tu prends ce qui te nourrit si ça peut te nourrir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est ma vision du partage artistique. Et ce partage artistique, chez moi, il passe énormément aussi par la scène. Et c'est pour cette raison que c'est vraiment par la scène, j'ai envie de te dire que vraiment les choses vont passer le plus fortement dans cette cohésion justement d'humain à humain qui personnellement est pour moi ce que je préfère au fond. Est-ce que du coup dans ces mondes-là que tu partages, par exemple, il y a quelque chose que tu vas chercher plus à passer à l'image ou plus dans l'écriture? Est-ce qu'il y a un endroit où tu vas vraiment mettre une intention particulière selon l'outil artistique que tu choisis ou autre? Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose pour toi qui se complète ou c'est le même message pour chacun mais juste avec un outil différent? Et bien sûr, c'est hyper important aussi ce que tu dis là parce que selon moi, tu parles un peu de la question du fond et de la forme. Alors évidemment, le médium artistique que tu utilises, il va varier ton message. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que de toute façon, par exemple, le médium de l'image, il peut pas, et c'est vain selon moi de chercher à souligner, par exemple, absolument tous les propos de ta musique à travers l'image. Parce que du coup, tu serais sur une tentative de doublon
par l'image de ta proposition musicale, et ça n'a pas vraiment de sens. Donc évidemment, tu dis autre chose selon les différents médiums que tu utilises. La musique, elle véhicule un médium, le texte, c'est un autre médium, l'image, c'en est un autre, et il ne faut pas forcément chercher à être comme on dirait, de l'illustratif. Par exemple, ton image, elle ne vient pas illustrer seulement ton propos musical, mais au contraire, tout en fait se nourrit, se renvoie les uns aux autres, et c'est par exemple ce que j'ai proposé avec le clip de Errance, c'est-à-dire que dans Errance, tu as un texte qui est justement très chargé métaphoriquement, mais mythologiquement, et qui renvoie beaucoup à l'Odyssée, et qui est un peu un texte, j'ai envie de dire, testament, qui vient poser en fait la couleur de la suite du projet. Et puis, tu as la musique, puisque c'est un featuring avec mon pianiste Arnaud Kerebel, et donc là, on est vraiment sur autre chose encore que dit la musique, et qui passe au-delà des mots. Et puis, à travers l'image, eh bien, je propose une chorégraphie martiale, puisque je fais du karaté depuis tout petit. Donc, je fais un kata, en fait, de karaté, qui a lui aussi son propre code, parce que si tu fais pas de karaté, tu peux pas voir à quoi ce kata de karaté renvoie. En fait, c'est un kata de karaté qui veut dire regarder vers le ciel, donc qui renvoie à un message d'espoir, etc. Il y a beaucoup d'ésotérisme dans les arts martiaux, et donc en fait, eh bien c'est un message supplémentaire que tu peux pas tout de suite saisir si t'as pas la clé de lecture justement, mais par les gestes, etc. Ça renvoie vers une idée de regarder vers le ciel. Et puis bien sûr, t'as tout le décor, t'as toute la mise en scène, etc. J'aurais envie de te dire que chaque médium que tu utilises va rajouter de la consistance, va rajouter des dimensions, voilà, des dimensions à ton propos artistique. Le texte, c'est une dimension, la musique, c'est une dimension, l'image, c'en est une autre. Et donc, en fait, moi, je me ressens comme un artiste complet. Quand je dois me présenter brièvement, je dis que je suis rappeur et slammer parce que ça simplifie les choses. Mais en vérité, je me ressens beaucoup plus comme un artiste au sens large, et du coup, autant comme un slammer que comme un rappeur, mais aussi et de plus en plus comme quelqu'un qui écrit des scénarios et qui les réalise, et voilà, et je touche un petit peu à tout. Du coup, ouais, on repart sur la notion d'artiste complet pour te demander du coup s'il y a des fois où tu as dû faire des concessions dans ce que tu voyais artistiquement sur tes choix, que ce soit visuel, écriture ou autre. Pas forcément dans l'idée de te dire je vais plus plaire ou je vais plus être plus compris, mais en tout cas dans l'idée de se dire bah là en fait il faut que je fasse une concession, c'est peut-être moins moi, mais il faut que je la fasse. Et du coup pourquoi? Bah alors, par la force des choses, si tu veux, tu es amené à faire des concessions parce que quand tu arrêtes de travailler seul, il y a deux choses. Pour moi, j'aurais deux réponses à t'apporter, plus une petite troisième. Mais déjà, la première, c'est que il y a toujours un différentiel entre ce que tu imagines et la réalisation. C'est-à-dire ce qui va advenir à la fin. Et en fait, c'est inutile de penser, et ça, je le pensais beaucoup au début, parce que j'étais pas très expérimenté, de me dire, ce que j'ai en tête, je veux qu'il soit exactement rendu pareil. Déjà parce que ce que tu as en tête, en fait, c'est jamais vraiment très net. Tu vois, c'est toujours plus ou moins un fantasme, au sens où c'est toujours plus ou moins, voilà, une idée. T'as une idée d'un morceau, t'as l'idée d'un clip, mais c'est qu'une idée, en fait. Et on sait bien qu'une idée, elle bouge, voilà. Et entre l'idée et la réalisation, tu vas écrire par exemple un synopsis, tu vas écrire voilà une feuille de route, mettre en place les différents plans, etc. Tu peux extrêmement bien cadrer le terrain et tu peux extrêmement bien prévoir la réalisation. Il n'en reste pas moins que une fois que la réalisation arrive, que tu fais rentrer dans la boucle une série de partenaires et de collaborateurs qui n'ont pas la même vision que toi, qui sont pas dans ta tête, etc. Ben, ton rendu final, il est forcément différent. Surtout, et j'ai envie de te dire, surtout à l'échelle à laquelle je suis, parce que je suis un artiste indépendant. Pour Fragment, j'ai mis un peu plus de moyens et j'avais un peu plus de moyens à investir dans le projet. Mais pour mes deux premiers EP, j'avais peu de moyens. Pour le premier, n'en parlons même pas. Donc, j'avais peu de moyens, j'avais pas beaucoup de sous. Donc, en plus, forcément, tu es très vite limité par des problèmes de production. La production, elle est à prendre en compte dans le degré, on va dire, de fidélité entre l'idée et la réalisation. Parce que si tu as des idées hyper extravagantes, il faut une super bonne production pour assurer ça derrière. Donc, j'aurais tendance à dire que déjà, tu as un premier différentiel. Et il ne s'agit pas, selon moi, d'être trop perfectionniste et de vouloir trop
au bout d'un moment respecter, et en ce sens-là, il y a des concessions à faire, de vouloir trop respecter une pseudo-idée de base qui en fait est une idée qui évolue avec le temps. Et c'est pareil, tu vois, il faut trust in the process, c'est-à-dire que tu dois croire au processus artistique, lâcher prise, savoir que tu poses, toi, en tant que créateur ou créatrice, un élan, une impulsion, mais que si tu embarques d'autres personnes en plus dans cette impulsion-là, eh bien évidemment que le résultat final ne sera pas le même. Et c'est pareil, je dirais que c'est aussi mon ingé son qui m'a quand même beaucoup ouvert sur la direction artistique et tout, qui m'a fait comprendre aussi ces choses-là. C'est-à-dire que je me rappelle sur mon deuxième EP, qui était encore une création commune avec ma maman, on était très perfectionniste sur tous les sons, sur tous les petits détails, tous les petits réglages, etc. Et il me faisait comprendre en fait gentiment que à part nous, personne n'entendrait la différence et que c'était mineur par rapport au propos musical, que c'était pas sur ça qu'il fallait se focaliser. Et c'est vrai que j'ai énormément lâché prise sur mon troisième EP avec Fragment. Et quand j'ai vraiment lâché prise et accepté que, ok, l'ingé son, il a son art à lui, il embellit le son, mon pianiste, il a son art à lui, et on a tous en fait nos richesses créatives. Moi, je suis un peu juste que le chef d'orchestre, on va dire le coordinateur de ça, mais je laisse chacun s'exprimer, etc. pleinement. À partir de là, en fait, j'ai pu beaucoup plus lâcher prise, et en fait, ce qui est d'autant plus beau, c'est que j'ai réussi à me faire beaucoup plus surprendre par ma création. Et aujourd'hui, si Fragment, ce troisième EP, c'est finalement le premier EP que j'arrive toujours à revendiquer 2 mois après sa sortie et surtout 1 an et demi après qu'il soit fini, puisque tu sais, il y a toujours un différentiel entre le moment où un projet est fini et le moment où il sort, c'est parce que justement, il y a eu ce lâcher prise et il y a le fait que j'ai accepté que c'était une création collective. Et du coup, eh bien, j'arrive à me faire surprendre par ma propre création. Ceci dit, pour ce qui est de la concession au sens, on va dire, un peu plus stratégique du terme, c'est aussi le fait que j'ai pas eu l'occasion jusqu'à maintenant de rencontrer des professionnels de la musique, par exemple des producteurs ou des éditeurs avec qui on aurait pu signer des deals, bon bah voilà, tu fais ci, tu fais ça, etc. en échange de. Et j'ai une tendance à être un puriste, c'est-à-dire que j'ai ma patte artistique, je conçois parfaitement qu'elle parle pas à tout le monde, et en même temps, je sais qu'elle parle à des gens, et en fait, j'aime faire cette recherche de façon pure, dans le sens comme un puriste qui va chercher son art, et qui, petit à petit, va se perfectionner dans son art, et qui, à mesure qu'il se perfectionne, va pouvoir parler de fait au plus grand nombre. Je ne sais pas si tu suis mon raisonnement. Ouais. C'est vrai que je me suis dit, moi, dans mon process artistique, avant de chercher à parler au plus grand nombre, il faut que je propose un truc qui soit intéressant artistiquement, qui soit original, qui soit authentique. Et pour ça, tu es obligé quelque part de passer par des étapes, selon moi, où tu es dans des étapes où, de toute façon, voilà, tu es dans ta recherche artistique. Pour moi, être artiste, c'est vraiment être comme un chercheur ou une chercheuse. Tu cherches, en fait, tu cherches des trucs, tu cherches à transformer la matière qui t'entoure, tu vois. Et ça, c'est commun à tous les artistes, qu'on soit sculpteur, qu'on soit tout ce que tu veux, tout type d'art. En fait, on est des transformateurs de matière. Donc, on transforme la matière, et puis les formes qui en ressortent, c'est des formes qui sont... voilà. Et avec le temps, quand justement tu commences à te professionnaliser, tu commences à affiner ta vision, tu te rends compte que il y a aussi des règles, il y a un peu les règles du jeu, et tu vas essayer d'aller jouer avec les différents canons, les différentes lois, les différentes règles qui régissent, on va dire, les systèmes artistiques, les mondes de l'art, comme dirait Howard Becker, qui est un sociologue qui a travaillé sur la question des mondes de l'art. Et en fait, quand tu plonges dans tout ça, tu te rends compte que, ok, il faut que j'arrive à continuer à préserver ce que je suis en tant qu'artiste, mais qu'en même temps, j'arrive à parler et à raisonner et à m'adapter, on va dire, aux différents canons et aux différents formats qui existent. Donc oui, en ce sens, j'ai fait aussi certaines concessions, bien notamment à commencer par le temps que je passe sur les réseaux sociaux à tenter de faire exister mon projet. Pour moi, ça c'est une grosse concession, tu vois, par rapport au fait que de base, je suis pas particulièrement porté sur les réseaux, etc. Et que voilà, ça fait partie aussi des règles du jeu, et ça, je dirais que c'est une concession. Et c'est pas à négliger dans le sens où c'est une concession, même si là on parle de com, on parle de marketing, c'est quand même toujours lié à notre art, donc c'est une concession, tu vois. Ouais, en fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a cette notion de chercheur et de transformateur qui me parle beaucoup parce qu'on l'a travaillé en art-thérapie également.
Et finalement, ça, il y a beaucoup d'introspection parce que tu peux pas aller chercher chez l'autre. Au bout d'un moment, tu es obligé d'aller voir tes profondeurs aussi. Et donc, mieux te connaître pour créer un projet qui te ressemble. Et c'est ça qui va primer avant d'aller plaire à l'autre parce que d'abord, il faut que tu arrives à te plaire à toi. Et pour ça, il faut que tu te connaisses vraiment, vraiment bien. Et puis que tu sois prêt à ce que tu vas devoir ensuite proposer dans des cadres qui sont en fait plus ou moins obligés. En fait, on te donne des contraintes ou des obligations à suivre. Et comme tu dis, pouvoir jouer avec ça, ça veut dire qu'est-ce qui va être prioritaire de moi ou de ma créativité ou de mon identité créative dans ce cadre-là. Et du coup, comment je vais pouvoir jouer autour de ça pour créer cet environnement qui me ressemble. Tout à fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant du coup parce que tout ce que tu as dit jusque-là, ça amène à ça. Et ça me fait venir une question. C'est du coup, si là, demain, on proposait quelque chose avec tout un tas de contraintes, un cadre ou quelque chose dans le genre, quel est vraiment le truc que tu ne compromettrais pas dans ton art? Quel est vraiment le truc central qui serait obligatoire pour toi? C'est une très bonne question. C'est une question qui se pose beaucoup pour les artistes. Je pense pouvoir te fournir une réponse, même si c'est de toute façon pas une réponse fixée dans le temps. Bien sûr. J'ai jamais été confronté à cette réalité-là. Alors, petite anecdote d'une source que je tairai, mais on m'a proposé de participer à une émission un jour qui s'avérait en fait derrière avoir un contrat absolument horrible. Parce que là, ce dont tu parles, on parle déjà de négociations avec des labels. Et en fait, la participation à cette émission nécessitait un contrat que j'ai lu dans les moindres détails, que j'ai envoyé à mon avocat. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un contrat complètement clivant qui, effectivement, là, nous privait de toute marge de manœuvre artistique. C'est-à-dire que notre nom d'artiste, notre image d'artiste, nos productions musicales, tout appartenait au label et il y avait une interdiction formelle de créer quoi que ce soit en dehors du label. Donc là, ce dont on parle, en fait, ce dont toi, là où tu appuies, en fait, c'est sur sur ce rapport de force qui existe toujours entre les différents partenaires impliquer les différentes chaînes du maillon industriel, là, parce que à ce rythme-là, on parle d'industrie musicale, qui sont impliquées. Une fois que tu sors ton art de ta chambre, t'es déjà plus entre toi et toi. Et à partir de là, tu rentres dans un réseau de rapports de force. Au sens, ça peut être positif, les forces peuvent s'additionner et créer une ascension positive. Les forces peuvent aussi s'annuler, se compromettre, se détruire. Donc, quand tu vois la vie comme ça, comme un rapport de force au sens propre, tu te dis, ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie de préserver, effectivement, dans mon art, et qu'est-ce que j'ai pas envie de compromettre. Je pense que parce que la musique, comme toute forme d'art, elle est impliquée dans un réseau commercial, ce que je voudrais pas compromettre, eh bien, en fait, ce serait tout simplement, justement, ma création artistique. Dans le sens où, par exemple, si j'étais amené à signer avec un label ou avec une maison d'édition ou quoi, eh bien, je leur dirais, bah, écoutez, voilà, je suis cet artiste-là. Je vous dis pas que je vais faire que des morceaux extrêmement obscurs ou alors que des hits ou que des singles. Je suis pas complètement fermé à l'idée de faire des morceaux stratégiques qui soient des morceaux un peu plus commerciaux, des morceaux un peu plus, voilà, dans un projet d'album, par exemple, tu vas mettre 2 ou 3 morceaux qui sont plus des singles, qui te permettent d'être plus ouvert, puis après tu vas créer des morceaux plus intimistes, etc. Dans un esprit de dialogue et d'intelligence. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir d'un certain degré, si on me dit, bah écoute Coco, tes morceaux, tu les formates tous comme ça, on te fournit nos musiciens, nos ingénieurs du son, et puis ton texte, tu vas enlever ça, tu vas mettre ci, ça. Évidemment que moi, ça me convient pas. Donc, dans ce rapport de force, il faut raisonner en bonne intelligence, savoir faire certains compromis, par exemple, comprendre l'attente de ton partenaire commercial, en l'occurrence un éditeur ou un producteur, il veut faire de l'argent avec ta musique. Donc déjà, et c'est pour ça que moi on m'approche peu, on sent que ma musique elle est très nichée et que faire de l'argent avec ma musique, c'est compliqué. Dans un but industriel. C'est-à-dire que ma musique, elle est artisanale, mais moi, je n'utilise pas ce mot de façon péjorative. J'utilise ce mot de façon même plutôt positive, c'est-à-dire que je suis un artisan, je suis un artiste, mais aussi un artisan. Je fais mon travail de façon artisanale. J'arrive déjà à un petit peu me faire un nom à mon échelle et à commencer à réunir des publics, etc. Donc, au final, tout va bien.
je pense que ça prendra beaucoup plus de temps que certains créateurs ou créatrices qui sont tout de suite dans une visée commerciale. Mais en même temps, le jour où j'aurai réuni un public suffisamment large pour intéresser on va dire des maisons d'édition ou des labels, en même temps, j'aurai une assise artistique qui me permettra de dire, écoutez, moi, on m'apprécie pour ce que je propose. Donc, je suis d'accord de faire des compromis et d'avancer avec vous en tant que partenaire, mais vous devez respecter ce pourquoi on m'apprécie déjà, à savoir ma création. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parfois, ce que moi, je peux un peu reprocher à certains qui, selon moi, sont pas dans une optique artistique, c'est que mon avis, ça engage que moi, mais c'est des personnes qui vont immédiatement, alors qu'elles n'ont pas pris le temps de se connaître justement et qu'elles n'ont pas pris le temps de comprendre ce qu'elles avaient à proposer artistiquement, sont tout de suite dans une logique entrepreneuriale par rapport à la musique. Or, certes, on est des entrepreneurs aujourd'hui quand on est des artistes, mais on a quand même des propositions artistiques. Je trouve que c'est dommage de ne rentrer dans l'industrie musicale, par exemple, que sous le prisme de je vais m'enrichir grâce à cette industrie. Il y a un peu ce rêve, et surtout dans les musiques urbaines et surtout dans les musiques actuelles, alors que déjà c'est carrément un fantasme, parce que pour vraiment t'enrichir, c'est comme partout, tu vois, tu as quelques stars qui sont effectivement riches et tout, mais la plupart des artistes y galèrent. Quand déjà tu arrives à vivre de ta musique, c'est déjà une super réussite en soi. Moi, tu vois, c'est mon objectif, il va pas plus loin que ça, que déjà vivre de ma musique, c'est déjà une belle reconnaissance. Et ensuite, être tout de suite dans une optique commerciale, pour moi, ça relève du fantasme. Parce que certes, tu peux tout de suite peut-être t'entourer avec plus de partenaires commerciaux qui vont sentir en toi, on va dire, une façon de faire des thunes, parce qu'ils réfléchissent pas autrement. Mais derrière, justement, les contrats, les trucs, les machins, ta musique, elle va pas vraiment t'appartenir. Tu vas récupérer que quelques pourcentages sur tes morceaux. Et au final, tu vas être plus un employé d'un label ou d'une majors que véritablement un créateur. Moi, je préfère passer sous certains radars et en même temps avoir beaucoup plus de parts d'édition, beaucoup plus de parts de composition, etc. Et au final, peut-être vendre 10 fois moins, mais si je récupère 5 ou 6 fois plus de droits, etc., au final, je m'en sors quasiment pareil, tu vois, en termes concrets de retour financier. Donc, ta priorité, c'est l'art, en fait, c'est la créativité. Ouais, voilà, on revient là-dessus. Moi, ma priorité, c'est l'art, tu vois. La gloire, c'est un plus. La reconnaissance que je distingue de la gloire, parce qu'il y en a pas mal. Et moi aussi, quand j'étais un peu plus jeune, je pouvais être un peu dans des rêves de gloire, mais c'est secondaire. Pour moi, une gloire, j'ai envie de dire, justifiée, c'est parce qu'elle vient avec justement, quelque chose que tu donnes vraiment et qui est vraiment mérité, quelque part. Mais oui, moi je pense qu'un artiste ou une artiste, ce qu'on recherche, c'est d'avoir avant tout cette reconnaissance en tant qu'artiste. Mais être reconnu en tant qu'artiste, par exemple, vivre de son art, pour moi, c'est déjà être reconnu en tant qu'artiste. Et aujourd'hui, un bon artiste indépendant qui vit entièrement de son art, ça veut déjà dire que c'est un artiste qui est relativement connu, faut pas croire. Parce que vraiment, il y a tellement de personnes qui mangent, en fait, sur ta création, que, par exemple, prenons, je sais pas moi, une vedette, tu vois, du rap aujourd'hui, qui est signée dans un gros label ou quoi, une personne, je sais pas, qui a 25, 26 ans, qui est signée dans un gros label et qui cartonne, certes, mais si derrière tu fouilles le contrat, etc., tu te rends compte qu'en fait, elle a 10 ou 12% de ses parts, etc. Donc en fait, tu te rends compte que elle vit peut-être un peu mieux que certains artistes indés qui sont beaucoup moins connus, mais c'est même pas dit, tu vois. Il y a des artistes moins connus, mais qu'en fait, ils se sont bien débrouillés, ils ont créé des business models qui font que, en fait, ils vivent très correctement de leur création, mais simplement qui passent pas par les gros réseaux de distribution, par les gros labels, etc. Mais il y a d'autres réseaux qui existent. Enfin, faut pas croire qu'il y a il n'y a pas un unique chemin. C'est pareil, c'est aussi ce que je pouvais penser quand j'étais moins expérimenté. Mais à force de rencontrer d'autres artistes, des artistes plus avancés, il y a plein de chemins en fait d'accès à ça et qui te permettent d'être heureux dans ta création sans forcément te compromettre. Et je commence à percevoir ça, tu vois, après 5 ou 6 ans de création et de travail assez acharné. Oui, je pense que tant que tu n'es pas né dedans, tu as du mal à avoir la vision sur tout ce qui se passe autour, en fait. Et puis quand tu as la vision art, tu n'as pas forcément la vision business aussi à côté qui se passe. Et ça, c'est malheureusement beaucoup aussi d'artistes qui ont aussi cette naïveté, et ça va souvent avec même le fait d'être artiste, c'est que
Moi, j'ai plein de potes artistes, ils disent ouais, bah moi, je voudrais créer dans ma chambre et puis point barre, quoi. Le reste, je vous laisse faire. Alors c'est cool, mais encore une fois, soit tu as beaucoup de chance et je sais pas, tu as une voix qui est magnifique et tout de suite tu vas trouver des personnes qui vont se dire bah vas-y. Mais généralement, c'est pas comme ça que ça marche et généralement, tu dois y aller. Donc tu dois entreprendre. Donc tu dois avoir cette vision de business. Et à partir du moment où tu commences à rentrer dans ça, tu te rends compte avec plus ou moins de dépit des règles du jeu et tu te dis ok, comment je vais réussir à justement à tirer mon épingle du jeu pour arriver à justement ne pas me compromettre tout en existant, tout en me professionnalisant. Et là, on est toujours sur un fil, tu vois. C'est toujours, il y a des rapports de force, tu dois trouver ton équilibre, et c'est absolument pas évident. Et moi, j'ai des grosses remises en question très régulièrement par rapport à tout ça. Ça fait sens, mais après, là, on voit du coup la différence un peu entre la créativité dans le monde business, la créativité dans ce que tu fais aujourd'hui. Et du coup, là, quand tu dis le mec dans sa chambre fait sa créativité tout seul, admettons qu'il en parle même pas de faire un business, ça va être quoi la différence pour toi entre quand tu es chez toi avec ta mère en train de créer et puis cette étape d'après où tu es en train de créer, mais tu es en train de créer avec un côté visuel, avec tout ce que tu as mis autour dans le but d'en faire un vrai projet. C'est quoi la différence pour toi là-dedans? Bah, c'est justement la différence de vouloir avoir, et tu vas voir que je vais utiliser un terme hyper industriel et même très capitaliste, mais c'est que la différence, c'est que tu veux pas dans le premier cas et tu veux dans le deuxième cas avoir un retour sur investissement. Parce que à un moment donné, on parle en ces termes-là dans l'industrie de la musique. C'est une réalité qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les producteurs, etc., les labels, les directeurs artistiques de labels fonctionnent, et ça, c'est pas moi qui le dis, mais des personnes qui sont plus avancées que moi dans ce milieu, raisonnent comme des traders, en fait. Si tu veux. Ils raisonnent en quel artiste on va signer, quel artiste peut nous rapporter des sous, et même, et ça c'est tout à fait commun dans cette industrie, quel artiste fait potentiellement de l'ombre à un autre artiste qu'on a envie de développer, auquel cas, s'il y a deux artistes qui sont trop proches, deux produits artistiques qui sont trop proches, on va signer les deux, et on va en mettre un à l'ombre, et on va empêcher l'un d'eux de se développer, et on va développer l'autre. Tu vois, je sais pas si tu vois, mais ils sont pas du tout, justement, ils sont dans des logiques de produits et de productivité adaptées à l'art. Ce qui peut sembler presque antinomique, si on considère que l'art, c'est une vision entièrement déconnectée de l'économie, etc. Après, quand tu plonges un peu dans l'histoire même de cette notion d'art qu'aujourd'hui on questionne peu, mais qui est construite aussi, parce que de base, l'art, il n'est pas signé, il n'y a pas de droit d'auteur. La peinture, c'est de base, les peintures, il n'y a pas la signature du peintre en bas. Enfin, tu vois, tout ça, c'est une lente construction qui apparaît à partir de la Renaissance. Mais de base, le geste créatif, dès qu'il est fini, j'ai envie de te dire, dès qu'il est fini, dès que tu as fini d'écrire ton texte justement dans ta chambre, dès que tu as fini d'inventer ta mélodie à la guitare, ou dès que tu as fini de faire ta peinture, bah là, j'ai envie de dire, c'est ici que l'art s'arrête. Tu vois, l'art s'arrête à partir de là. Dès qu'ensuite tu te dis, mais même si tu te dis à une échelle tout à fait modeste, ah bah tiens, mes créations, je sais pas moi, mes sculptures ou mes créas X ou Y, je vais les vendre sur un marché, par exemple dans une ville, bah tu rentres déjà dans une logique marchande. Quelle figurine ou quelle sculpture je vais mettre plus en avant sur ma table, sur mon stand, laquelle je vais mettre plus en retrait, etc. Tu es déjà dans des logiques de mise en avant, tu es déjà dans des logiques marchandes. Comment je vais communiquer, quel prix je vais fixer. Et là, on rentre dans des logiques marchandes. Donc, je te dirais que la différence, c'est la conscience que j'ai eue avec le temps de la logique marchande. Et en fait, ce qui distingue, et ça c'est, je pense, un truc important à dire, ce qui distingue les amateurs des professionnels, c'est pas tant la qualité artistique, parce qu'il y a des personnes qui sont inconnues au bataillon, et je leur tire d'ailleurs mon chapeau à cette occasion, mais qui sont des artistes incroyables, dont on n'entendra jamais parler, parce que peut-être ils sont trop inadaptés pour ce système, etc., ils resteront toujours dans l'ombre, mais qui sont des artistes incroyables. Pourtant, ils vont être qualifiés d'amateurs, puisqu'ils n'en vivent pas. Donc, comme des gens juste amateurs au sens propre, c'est-à-dire qu'ils aiment ce qu'ils font, mais à part ça, voilà, ils n'en vivent pas. Et tu as des professionnels, je ne citerai pas de nom, mais qui n'ont pas forcément une grande qualité artistique, à mon sens, mais qui ont réussi à faire carrière, à déployer leur création, à trouver les bons partenaires commerciaux, à se développer et à avoir une visée ambitieuse, carriériste, plus ou moins affirmée, etc., mais qui du coup vont être considérés comme des professionnels. Donc c'est plus tant la qualité, à mon sens, de ton art
ou de ta création qui, dès que tu sors de ta chambre, intervient. Ça va être la pertinence de ta stratégie de communication, ça va être ton réseau, ça va être, je sais pas, ton patrimoine culturel. Est-ce que tu es l'enfant d'une star? Est-ce que t'as déjà grandi dans le milieu ou pas? Est-ce que tu as suffisamment d'argent pour investir beaucoup de sous ou pas? Enfin, tu vois. Et là, on rentre dans des logiques qui sont liées à l'art, mais qui ne sont pas de l'art. Je sais ce que tu veux dire. Et du coup, ouais, ça amène une notion différente parce que c'est un regard qui change complètement de perspective puisque tu n'es plus dans le même monde. Ouais. Ouais, ça fait sens. D'un point de vue purement là, plutôt créatif que business, j'ai envie de dire, toi, ton moi perso, tu le lis comment avec ton moi créatif? C'est la même personne ou c'est un peu une partie de toi que tu exprimes différemment? Écoute, c'est pareil, c'est une super question parce que justement, au moment où je me rends compte que je vais plutôt opter pour Ulysse 2001, c'est aussi le moment où justement je réalise que j'ai pas envie qu'il y ait un gros différentiel entre le moi artiste et le moi, on va dire, plus de, de tous les jours. Et en fait, c'était vrai dès le tout début de ma création. C'est-à-dire qu'au tout début, je m'étais fait appeler Ulysse parce que je savais pas qu'il y avait d'autres Ulysse sur les plateformes de streaming. Quand je m'en suis rendu compte et que j'ai sorti mon premier EP avec pour seul nom Ulysse et qu'en fait l'EP est sorti sur Deezer notamment sur la page d'un autre artiste qui s'appelait Ulysse à cause d'un bug ou quoi, j'ai dit oh punaise. Et du coup ce jour-là je me suis dit bon faut que je change de nom. Donc j'avais opté pour Ulysse Orpheus, sauf que Orpheus eh bien ça renvoie vers un autre personnage de la mythologie qui est Orphée et c'est chargé, trop chargé à mon sens. Il y avait deux noms mythologiques et je me disais c'est trop chargé. Donc il fallait que je réaxe, que je me réaligne justement. Et pour réaligner le moi perso et le moi artiste, eh bien Ulysse 2001 m'a semblé être le plus juste, tu vois, le plus aligné. Et à partir de là, c'est là que j'ai commencé vraiment, je dirais, à exister en tant qu'artiste. C'est avec ce Ulysse 2001. Même si j'étais déjà un peu connu dans la scène underground parisienne à l'époque de Ulysse Orpheus, voilà, Ulysse Orpheus, c'était un peu plus le jeune moi, le gars qui se cherchait. Et à partir d'Ulysse 2001, je dirais que j'ai ressenti plus cet alignement. Ceci dit, j'ai parfois, je suis parfois allé, et ça c'est une grande question que tu poses, je trouve, et franchement, je serais curieux de connaître la psychologie d'autres artistes, etc. Et parfois, c'est dur quand tu es artiste de faire la part des choses entre ta vie et justement, donc toute la question de peut-on séparer l'homme de l'artiste, pour moi, c'est même pas forcément une question qui est bien posée parce que quand tu es dans ton point de vue d'artiste, arriver à séparer les choses, c'est hyper compliqué. J'avais une pote là récemment qui me disait moi je suis un peu schizo. Alors, elle disait pas schizo au sens clinique du terme, mais elle disait moi j'ai créé une sorte de schizophrénie. C'est-à-dire qu'il y a, je vais pas citer son nom d'artiste, mais elle me dit il y a moi avec mon prénom. Et comme en fait son nom d'artiste c'est à peu près le verlan de son prénom, elle me dit, tu vois, en moi il y a moi, il y a mon prénom, et puis il y a elle. Et c'est les deux. Et les deux elles cohabitent, et les deux elles font pas les mêmes choix. Et quand il y en a une qui doit prendre le relais pour parler business, et ben c'est elle. Quand il y a l'autre, c'est moi. Et voilà. Et elle, c'était sa stratégie, tu vois, pour arriver à justement faire sa place dans ce milieu. Pour ma part, j'avoue que c'est pas quelque chose que j'arrive à faire et que j'ai pas envie forcément de faire. J'ai pas envie forcément de séparer trop mon personnage artistique de moi, parce que ça rejoint ce que je te disais, je suis dans une quête intérieure, et c'est beaucoup plus cette quête intérieure et spirituelle que j'ai envie d'exprimer au monde. Donc, il n'y a pas de différentiel, si tu veux, entre l'artiste que je suis et moi. Mais parfois, c'est un peu dangereux aussi. Ça a son revers, c'est-à-dire que parfois, si tu veux, l'art, parfois, ces dernières années, il a pris tellement une place importante sur ma vie que tu finis par rentrer dans ta propre fiction. Et c'est un danger aussi. C'est-à-dire que tu finis par plus trop voir la ligne entre ta fiction et ta réalité. Ouais. Après, ça pose la question, selon moi, et là on pourrait en parler des heures, mais la question vraiment principale de l'art, c'est que justement, selon moi, l'art, c'est cette sorte de magie qui te permet de flouter les frontières du réel, justement, et qui, chez les artistes, va chercher un truc
dans nos profondeurs, comme tu disais tout à l'heure, dans les tréfonds de la conscience. Et même, je dirais que les grands artistes, c'est des personnes qui, en fait, sont des médiums, sont des chamans, si tu veux, au sens moderne, mais sont des personnes qui sont des réceptacles. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, qui sont des réceptacles, en fait, de choses qui arrivent, qui viennent de l'invisible, qui viennent de, appelons ça comme on veut, de l'inconscient, de l'univers, ou appelons ça comme on veut, mais qui viennent en fait de l'invisible et qui ressortent dans le monde visible. C'est pour ça que je reviens sur le fait qu'on est des transformateurs de matière, c'est-à-dire que l'inspiration, par exemple, c'est un phénomène qui est quand même hyper mystérieux. Ouais. Et à un moment donné, tu reçois une sorte d'inspiration, ouais, de flux, et puis tu t'écris un truc. Et moi, de plus en plus, tu vois, j'écris beaucoup moins qu'avant. Et pour revenir sur l'aspect vraiment créatif de mon parcours, maintenant j'écris moins, mais quand j'écris, c'est pendant les rares moments où justement je suis complètement détaché de cette question de faire exister mon projet, etc. Et dans les moments où j'écris, c'est des moments spirituels, mystiques, où il y a des choses qui ressortent, qui sont où j'ai pas l'impression que c'est moi qui écris. Et je pense que c'est le même sentiment chez beaucoup d'artistes qui sont juste pénétrés par une sorte de vague, de trucs et qui rendent ça réel, tu vois. Donc, j'aurais presque tendance à dire que par essence, par notre activité d'artiste, on est un peu des médiums, des transformateurs de matière, et que le risque de ça, un peu comme une personne qui serait prise par des trans un peu trop fortes ou par des sortes de visions un peu trop fortes, c'est de finir par flouter ta frontière entre ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Et moi, je sais que c'est des choses qui ont pu m'arriver, tu vois. À finir par la fiction que tu es en train d'écrire dans ton clip, elle finit par se confondre avec la réalité, elle va commencer à guider tes choix. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça, faut... En fait, ça me parle vachement ce que tu dis parce que je me dis, c'est un peu comme, tu sais, on dit quand tu fais des rêves la nuit, ton cerveau fait pas la différence entre si c'est réel ou si c'est un rêve. Ouais. Et j'ai l'impression que certaines démarches artistiques sont un peu dans ce même esprit-là. Ouais. T'es tellement dans une vision en même temps hyper claire parce que, comme tu dis, c'est un truc qui te traverse en fait, l'inspiration ou la créativité qui peut arriver. Ouais. En même temps, tu passes par des médiums qui sont tellement différents, mais qui sont aussi utilisés dans des démarches de rêve et de déconnexion. Quand tu regardes un film, tu connectes pas forcément ton cerveau. Quand tu écoutes une musique, ça peut te transporter hyper loin aussi. Donc, du coup, tu as toutes ces formes-là qui vont faire que tu es dans une sorte de réel-irréel. Et en même temps, tu concrétises un truc dans un monde qui est là, maintenant, tout de suite, qui te force à revenir dans le réel, si tu le veux. Mais plus en tant que, j'ai envie de dire, presque plus dans cette démarche où tu veux vivre de ta musique que dans cette démarche d'artiste pur. Dans la démarche d'artiste pur, tu peux presque rester perché là-haut dans l'irréel parce qu'en soi, rien ne t'oblige à y revenir dans le réel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est un peu justement le risque. C'est pour ça que je dis on est un peu des funambules. On a intérêt à avoir un gros sens de l'équilibre. Surtout que si tu ajoutes à ça ensuite les réalités du métier qui sont des réalités instables, économiquement, relationnellement parlant, même au niveau des horaires et tout, beaucoup de choses peuvent participer à ta déconnexion totale, quoi. Donc tu as intérêt à avoir un très bon ancrage, un bon entourage qui peut te ramener à la raison aussi, te ramener à la réalité, te ramener à des choses plus simples, un peu plus palpables. Et oui, c'est par essence, c'est assez instable. J'aurais tendance à dire ça, ouais. Top. Et ça donne on pourrait parler 1 heure de chaque question. Hein. Ouais, de ouf, ouais, complètement. Je vais revenir sur un truc un peu plus, on va dire, terre à terre, justement, pour pas trop s'évader. Toi, quand tu écris tes textes, bon là, je parle vraiment juste du texte, même plus de l'image, etc. Qu'est-ce que tu imagines qui va aller toucher l'autre? Là, on parle de l'ensemble des personnes, entre guillemets, hein, que ce soit cette personne que toi tu vises qui est de niche et qui va te comprendre à 100%, ou que ce soit cette personne dite normale, ou en tout cas qui va être plus commune dans les personnes qui vont entendre, ou peu importe en fait. Mais juste, qu'est-ce qui va faire sans... Toi, tu vas peut-être pas le rechercher. D'ailleurs, c'est une autre question. Est-ce que tu vas chercher à aller toucher quelqu'un ou pas? Mais je pense pas. Mais en tout cas, dans ce que tu partages toi, qu'est-ce que tu penses qui va toucher vraiment l'autre avec un grand A? Alors écoute, effectivement, tu as deviné en partie ma réponse dans le sens où quand j'écris, je suis pas dans ce genre de réflexion. Quand j'écris, je suis pas dans ce genre de réflexion parce que je trouve pas ça forcément pertinent de tout de suite réfléchir à comment toucher l'autre. Déjà, ça rejoint toujours ce process où j'essaye de me toucher moi-même ou d'aller toucher quelque chose en moi-même plutôt. Ouais.
Tu joues Donc, sur le miroir. voilà, j'essaye d'aller toucher quelque chose. Et je me dis, après, avec du recul, que si j'ai réussi à aller toucher quelque chose en moi-même, et que ça a pu résonner en moi, tu sais, un peu dans ce puits, comme Harry Potter quand il plonge la tête dans la pensine, j'aime bien cette idée, et qui rejoint les souvenirs d'autres personnes. Je trouve que c'est un peu la vision de la pensée collective, de la conscience collective. J'aime bien dire que c'est quand tu pars dans une profonde introspection avec toi-même et que tu vas chercher des choses dans cette introspection, un peu dans les fins fonds de ta conscience, que en fait, après, si tu vas rendre ça justement réel, eh ben, tu peux aller raisonner justement dans la conscience de l'autre. Ouais. Mais En c'est étant plus proche de toi-même, tu voilà, jouais devant ce miroir pour que exact, l'autre aille toucher au plus proche de lui-même aussi. exact. Et du coup, c'est plus une recherche de soi qui devient une recherche de l'autre. Ouais. Et puis, bien sûr, un peu comme il y a un film que j'adore de Wong Kar-wai, The Grandmaster, toujours avec ma passion pour les arts martiaux, où en fait, c'est l'histoire du maître de Bruce Lee. Alors, histoire romancée, hein, mais magnifique film de Wong Kar-wai, The Grandmaster, où en fait, t'as un moment, une romance, une histoire d'amour qui n'arrive pas à devenir réelle entre le Grand Master et puis une autre grande maîtresse des arts martiaux. Et en fait, euh, elle est la fille d'un grand maître de kung-fu qui dit, euh, j'adore cette phrase, pour vraiment devenir un maître, il faut se connaître soi, connaître le monde et connaître l'autre. Et dans une scène magnifique, où en fait elle lui fait part du fait qu'elle l'aime, mais elle lui dit qu'en gros, bah, c'est trop tard entre deux. Elle lui dit, j'ai connu le monde, je me suis connu moi-même, mais je n'ai pas connu l'autre. Sous-entendant, en fait, je n'ai jamais vraiment connu l'amour, je n'ai jamais vraiment connu la relation qui pouvait naître de soi à l'autre. Et je trouve que cette phrase est très vraie. C'est-à-dire que peut-être pour atteindre une forme d'éveil, pour atteindre une forme de sagesse, il faut être parti à la recherche de soi, partir à la recherche de l'autre et du monde. Mais en fait, ça, c'est dans un même processus, tu vois. Ouais. Par exemple, sur l'exemple de notre rencontre, quand nous deux, on se rencontre et que je te dis, bah, tu vois, je suis venu chercher ça ici, en Suisse, et que tu me permets d'avoir une compréhension de façon, en fait, un peu détournée avec le drainage lymphatique, et puis ensuite la discussion qu'on a, ben, en fait, ça me renvoie vers ce pourquoi je suis parti en Suisse, donc le monde, et puis j'explore ce pays, et puis je rencontre d'autres personnes, et ça me renvoie à moi-même. Donc en fait, c'est toujours le processus, il se fait toujours de façon triple. Tu te rencontres toi-même en rencontrant l'autre, et puis en rencontrant le monde, et puis en arpentant le monde, et puis en découvrant, en expérimentant. Donc, dans mon processus artistique, je vais parfois avoir des inspirations qui vont naître, par exemple, d'une rencontre, qui vont naître d'un voyage, qui vont naître parfois très subitement d'un état d'âme intérieur. Et en allant sortir ça, euh, sans que je le conscientise, je m'attends quelque part à ce que ça puisse toucher et ça puisse résonner. Et après, ça va vraiment être la façon, la qualité de la mise en forme de ça. Et plus tu grandis, plus tu mûris dans ton art, plus tu arrives à créer une mise en forme puissante. Et donc là, moi, je ne suis qu'au début de mon parcours artistique. Tu vois, 6 ans de création, c'est encore tout jeune. Et j'espère être un artiste toute ma vie. Et donc, continuer à approfondir et approfondir encore cette finesse de restitution, finalement, d'un sentiment, tu vois. Ouais. Et pour moi, les grands artistes sont des gens qui arrivent à, voilà, à saisir des choses très subtiles de ce qui fait de nous des êtres humains et qui arrivent de façon très subtile et parfois même très simple à restituer des choses très compliquées. Et c'est pour ça que je parle d'une quête. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai beaucoup écrit. Quand j'étais adolescent, j'avais des textes très chargés, etc. Aujourd'hui encore, pas mal de textes qui sortent sont des textes que j'ai écrits plus jeunes. Donc je sais que j'ai aussi ce besoin de faire exister ces textes. C'est un besoin assez privé, assez intime de faire exister ces textes pour qu'ils sortent, pour que je puisse passer à autre chose. Et je vois bien que les textes que j'écris maintenant, en fait, vont de plus en plus vers de l'épure, vont de plus en plus vers de la simplicité, je suis moins bavard, je suis plus... Tu vois, donc je sais que en fait, le processus, justement, il se fait. Mais je reviens toujours sur cette question de processus. Il y a des choses qui doivent sortir pour que d'autres choses puissent advenir. Et voilà, faut croire en son chemin de vie et se dire, bon ben voilà, je suis dans cette création et
ça ira comme ça doit aller quelque part, tu vois. Ouais, absolument. Justement, dans ce processus créatif, est-ce qu'il y a un morceau que tu pourrais dire qui t'a vraiment transformé et pourquoi? Qu'il soit sorti ou non, hein. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ça peut être transformé dans l'écriture, ça peut être transformé dans le fait de l'avoir partagé, ça peut être transformé dans le fait que, je sais pas, tu l'as écouté il y a 10 ans, puis là tu le réécoutes, tu le ressens maintenant, et en fait, tu te dis, il y a tout ça qui s'est passé, enfin, Ouais, tu vois, ça peut être multiple. Bah écoute, il y a toujours des morceaux qui résonnent plus que d'autres, il y a toujours des morceaux que tu auras toujours plus en affection que d'autres, et puis parfois c'est aussi ton public qui va élire des morceaux, tu vois. En l'occurrence, dans mon dernier EP, par exemple, c'est le morceau Aletheia, qui veut dire, je trouve, quelque chose de très beau en grec, qui veut dire le dévoilement de la vérité, mais au sens de, euh, pas au sens de découvrir un truc qui était un mensonge, par exemple, tu le découvres, euh, mais qui signifie en fait la sortie de l'oubli. Mais ce que je trouve très beau, c'est que c'est pas une sortie de l'oubli active, genre je me rappelle, ah oui, finalement je me rappelle que j'ai fait ça ou ça. C'est la vérité qui se révèle à toi. Et qui du coup te fait sortir de l'inconscience, qui te fait sortir de l'oubli. Donc tu vois, c'est une vision des Grecs de la remémoration, et ça rejoint un peu la pensée de Platon quand en fait il te dit que tu sors, qu'en fait on sait tout, nous autres êtres humains on sait tout, on a toutes les vérités, mais qu'elles sont occultées, et qu'en fait découvrir la vérité c'est ni plus ni moins que dévoiler ce qui était déjà là. Mhm. Et que dans la nature, tu as tous les secrets, mais que c'est un dévoilement de la vérité. Et donc j'adore ce terme aletheia qui signifie vraiment sortir littéralement du fleuve du Léthé. Et le fleuve du Léthé, chez les Grecs, c'est l'oubli. Donc sortir de l'oubli, c'est en fait être révélé à la vérité. Je trouve ça magnifique comme façon de voir les choses. Et ce morceau Aletheia, qui était par exemple le morceau que j'avais fait à la fin de mon année de lycée, sur une autre instru, avec une voix bien sûr beaucoup moins travaillée, etc. C'était le morceau qui avait fait dire au gars du groupe Billet d'humeur, bah écoute, t'as quelque chose, continue tout ça. Ce morceau-là, il est dans mon dernier EP, c'est le 5e titre, et c'est un morceau qui, bien qu'il ne soit pas clippé ou quoi, c'est vraiment le morceau qui revient très souvent de la part des gens qui m'écoutent, et vraiment, enfin, c'est un morceau qui a l'air de faire l'unanimité, parce que c'est un morceau qui est chanté, qui est rappé. On a un gros travail de composition. En l'occurrence, c'est aussi ma mère qui a composé ce morceau-là dans l'EP. Elle a composé 2 morceaux sur les 7 morceaux. Et voilà, c'est un morceau qui fonctionne. L'alchimie, elle a opéré particulièrement sur ce morceau. Et pour te citer un autre morceau qui a été important dans mon parcours, eh bien, c'est le morceau que j'avais dédicacé à ma meilleure amie, mon amie d'enfance, qui est vraiment comme une sœur depuis qu'on a 6 ans, quoi, et qu'on a traversé beaucoup d'épreuves ensemble. Et je lui avais dédicacé un morceau dans le titre Lettre A. Lettre A qui renvoie à justement le A avec un grand A. Donc ça pouvait être l'amour avec un grand A, l'art avec un grand A. Ou l'autre. Ou l'autre avec un grand A. Voilà, exactement. En tout cas, c'est l'initiale de son prénom, puisqu'elle a quasiment le même que toi. Et puis en fait, cette lettre que je lui ai écrite, c'est justement une lettre d'amour inconditionnel, sur le fait que voilà, que quelque part je serai toujours à ses côtés, en pensée, et en fait ce qui est magnifique dans ce texte, c'est que je le joue un jour à un tremplin, je lui dis de regarder le live. À ce moment-là, on s'était pas vu depuis des années parce que c'était retranscrit en live. Elle le regarde, elle pleure, elle m'envoie un message après, elle me dit écoute, voilà, j'ai pleuré de fou et tout. Et ça a été en fait approximativement à cette période-là qu'on s'est retrouvés. Donc là, tu vois justement l'art, ce qu'il peut apporter dans la matière comme changement, c'est que grâce à ce texte en partie, et grâce à d'autres éléments aussi, mais on s'est retrouvés. Après des années à cette perte de vue pendant l'adolescence, on s'est retrouvés autour de ce texte. Donc c'est aussi un texte qui est important dans mon parcours et qui est le 6e titre, donc le dernier titre de mon EP précédent. Et ben, il y a du job dans tout ça. Hein. Voilà. Écoute, avant qu'on passe aux questions de la fin, j'avais quand même une qui me vient. Parce que là, on parle vraiment du lien avec l'autre. Et du coup, je me dis, là, si aujourd'hui tu prends un tout petit peu de recul sur ce qui se passe et tout, et tu dis, ah, quand même, j'ai envie de savoir ce qui se passe de l'autre côté pour ceux qui m'écoutent, qui me voient, etc.
ce serait quoi ton envie qu'ils ressentent quoi en fait les gens? Et bah écoute, je vais te dire le fond de ma pensée. J'aurais envie qu'ils ressentent la même foi que celle que j'ai. C'est parce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, et le voyage en Suisse a beaucoup contribué à ça. J'ai une foi en la vie, une foi spirituelle qui est née et qui a grandi beaucoup. Et bah, c'est un peu à l'image justement du 7e titre qui est dans mon dernier EP, Fragment. Donc ce 7e titre, il s'appelle Voilà. Et c'est un titre, c'est bah, le dernier que j'ai écrit en date et que j'ai produit tout de suite dans la foulée. Dans Fragment, tu as des titres que j'ai écrits à 16 ou 17 ans, tu as des titres que j'ai écrits un peu plus tard. Et ce titre-là, bah, je l'ai écrit à mon retour de Suisse. C'est l'un des derniers titres que j'ai écrit et je l'ai enregistré dans la foulée au studio et puis je l'ai intégré à l'EP. Ce 7e titre, voilà, bah, justement, ce qu'il dit, c'est que, notamment dans le refrain, euh, il parle de la foi, il parle de l'espoir et il parle de ça. J'aurais tendance à vouloir que les personnes qui m'écoutent ou qui me regardent, ils ressentent les émotions que je ressens. En fait, je crois que c'est ça. Je vis ma vie avec beaucoup d'intensité et je ressens des émotions très fortes. J'ai envie de partager ces émotions que je ressens. Et donc, j'aspire, c'est mon souhait, à ce que les personnes qui m'écoutent arrivent à ressentir ce que je ressens. Et en fait, par exemple, bah, pour ce qui est de voilà, c'est une forme de foi que je ressens. J'aimerais bien que cette foi, elle puisse résonner, tu vois. J'aimerais bien que quelqu'un qui ne me connaisse pas puisse écouter et comprendre le sentiment qui m'a animé. Et on revient sur cette question du fond et de la forme, c'est-à-dire qu'ils comprennent le fond caché sous la forme. Parce que la forme, comme on le sait, elle dépend de plein de facteurs, et notamment des facteurs qui sont des facteurs très matériels, c'est-à-dire que si tu as 1 million d'euros à mettre dans ton album, tu vas pouvoir avoir un son d'une super bonne qualité, tu vas pouvoir avoir une image, des super clips, etc. Voilà, tu peux avoir un message parfaitement creux, quoi qu'il en soit, tu vas avoir énormément de moyens pour mettre en forme. À l'inverse, quand tu es un artiste avec peu de sous comme moi et comme énormément, et ben tu fais tout avec ton fond. Et après, tu vas essayer de restituer à travers une mise en forme qui soit aussi qualitative que possible pour pouvoir rendre compte de ton sentiment et permettre à d'autres de vivre avec toi l'espace d'un instant un sentiment commun, tu vois. En fait, je crois que c'est la quête de communion. Tu vois, là, de parler avec toi, ça me permet de comprendre. C'est l'envie de communier au sens presque mystique du terme. Et c'est souvent ce qui se passe quand je suis sur scène. J'ai cette sur scène, je me sens dans un état d'esprit de communion. J'ai envie que les personnes ressentent ce que je ressens et ressentent cette énergie. Et quand ça opère, c'est absolument magique. Il y a des moments comme ça magiques où tu es dans des instants où tu sens que toute l'intention et toute l'attention sont saisies et que voilà quoi, tu floutes un peu les frontières entre toi et l'autre justement. Tu vois, tu deviens un peu une sorte de juste un canal, un émetteur-récepteur et c'est assez magique. Hein. Je crois que in fine, si je fais ça, c'est quand même aussi beaucoup pour ce moment, ces moments incroyables de pur plaisir où tu es sur scène et où tu es dans ce partage là. Enfin, c'est incroyable quoi. C'est trop riche de sens pour que je rebondisse. Du coup, non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a une notion de partage, mais en même temps de vivre la même chose au même moment, presque de transmutation aussi. Et ouais, c'est riche. Et en même temps, ça fait partie de ce que l'artiste dit, parce que tu disais tout à l'heure, je cherche à exprimer avec les mots justes, en gros, ce que je suis en train de ressentir, pour que ça résonne aussi chez l'autre dans ce que lui ressent. Et en fait, dans un contact direct comme sur scène, c'est ce qui se passe, quoi. C'est ça. Et si tu mets au centre, en fait, et ça d'une façon plus profonde aujourd'hui dans ma vie, je mets au centre la relation. Ce qui prime, en fait, on n'est pas des essences figées dans le temps, tu vois, on est tout le temps en évolution. Par contre, le plus important, c'est la relation. La relation qu'on tisse entre nous, la relation qu'on tisse entre soi et soi-même, la relation qu'on tisse avec le monde, la relation qu'on tisse avec l'univers, ou appelons ça Dieu, ou appelons ça l'inconscient, mais la relation qu'on tisse avec ce qui nous transcende, et puis toutes les relations qu'on tisse, au final, le plus important, c'est la relation. Et on est constitué que par nos relations, si tu regardes bien. Ce qui a fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est la série de relations qui nous ont unis et qui ont uni avant nous ceux qui nous ont précédés, tu vois.
Et du coup, quand tu poses la relation au centre, y compris du processus artistique, bah, les langages, il y en a des milliers, on a plein de langues sur cette terre. Mais donc ça, c'est qu'une forme, tu vois. C'est une mise en forme. Mais par la mise en forme, tu peux faire passer un message plus profond qui va résonner en l'autre. Donc tu reviens toujours sur cette question de la relation. On utilise un médium, par exemple le langage, là comme on fait là pour ce podcast, mais derrière, ce langage, il véhicule une idée plus profonde qui peut-être peut être recoupée d'ailleurs avec des personnes qui n'ont pas la même langue que nous, etc. À travers la musique et à travers l'art, il y a encore un truc qui se dit, qui dépasse le mot, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien dans l'usage poétique du langage, c'est que quand tu te mets à faire de la poésie avec ta langue, tu te mets en fait à utiliser le langage qui de base est un outil de communication, t'en fais de l'art avec des associations, des métaphores, des choses. Et du coup, là, tu utilises le langage comme un art et tu vas chercher plus loin, justement. Et c'est dans ces moments-là un peu magiques que tu peux aller raisonner, faire monter des larmes aux yeux à certaines personnes, ou alors voilà, faire rire, enfin communiquer c'est ce que tu ressens, quoi. Voilà. Oui, bah là, c'est clairement, ça part clairement à mon secteur, du coup, d'aller parler sans les mots et puis de rejoindre les mots en les utilisant en fait comme le vecteur final, juste pour y remettre une inscription dans le réel. Mais c'est vrai que l'outil artistique va permettre de s'exprimer bien mieux par rapport à soi et par rapport à tout le reste que les mots en eux-mêmes. Et si je devais, bah d'ailleurs, j'ai même pas pensé à le dire, tu vois, mais toi qui es art thérapeute, eh bien, évidemment que moi, par exemple, j'ai vécu mon art et je le vis toujours aujourd'hui comme ma catharsis et comme, oui, appelons ça une thérapie, bien sûr, évidemment. Enfin, tu vois, si je suis celui que je suis aujourd'hui et si je vais bien comme je vais bien aujourd'hui et que j'ai aussi cette solidité qui fait que je sais pourquoi je me lève et pourquoi, enfin, tu vois, bref, ce qui fait que j'ai trouvé un sens à ma vie, c'est grâce à l'art. C'est grâce à l'art. C'est en me construisant aussi en tant qu'artiste et en livrant les textes que j'avais besoin de livrer, etc. Je pense que c'est même plus que ça, parce que quand tu dis c'est grâce à l'art, moi j'entends pas uniquement c'est grâce à l'art qui a donné le sens d'être un artiste, mais c'est aussi juste grâce à l'art qui t'a donné un sens d'être, point. Parce bien que sûr, tu es au-delà de ce que tu es comme artiste, en fait. Bien et sûr, l'art évidemment. c'est autre chose que te projeter, comme on disait tout à l'heure, dans le business de l'artiste. Bah évidemment. Mais aussi pour transposer des choses et autres, quoi. Mais bien sûr, et tu sais, alors c'est intéressant parce que tu vois, je te pose une contre-question, mais je serais curieux d'avoir ta réponse là-dessus sur pour toi c'est quoi être un artiste, parce que bah, cette même amie pour qui j'avais fait un entretien justement et qui m'avait expliqué que tu sais, celle qui me disait qu'elle était un peu schizophrène entre son artistique et son personnel, elle me disait qu'aussi être artiste ça veut rien dire selon elle. Elle me disait en fait on est créatif, on est sensible, on est originaux, etc. Mais on n'est pas artiste à partir du moment où on n'est pas professionnel. Selon elle, elle avait une vision très fonctionnaliste de ce que c'est qu'être un artiste. Elle dit, en fait, être un artiste, c'est avoir dans la société, mais elle avait fait de la socio, donc elle avait aussi ce background-là, c'est avoir dans la société la fonction, le poste d'artiste. Mais elle disait, par ailleurs, ça veut rien dire au-delà de ça. Et selon elle, par exemple, quand on est créatif, quand on est sensible, etc., ben on est créatif, on est sensible, mais on est artiste à partir du moment où on a cette casquette. Et toi, ce que tu dis là, moi, ça me rend curieux sur qu'est-ce que tu penses de ce que c'est qu'être artiste, parce que effectivement, moi, je me suis construit en tant qu'artiste dans mon image, etc., grâce à mes créations. Mais effectivement, c'est avant tout ces créations, elles m'ont permis d'aller mieux. Et là, ça rejoint ce que tu dis par rapport au fait d'être, justement, juste d'être mieux, de se sentir mieux en tant que forme de vie sur cette terre, on va dire. Donc voilà, je suis curieux d'avoir ton point de vue. Je te pose un petit contre-Uno. J'accepte. J'accepte la mission. Je rejoins ton ami sur un point, c'est le fait que le mot artiste soit relié d'un point de vue professionnel et uniquement professionnel. C'est j'utilise l'art comme levier professionnel pour vivre et donc je suis artiste. Mais ça, c'est vraiment, on va dire, presque une définition du Larousse, quoi. C'est ok, c'est posé comme ça, mais dans le langage courant, en fait, artiste devient ce que j'appelle les mots poubelles où on met un peu tout et n'importe quoi.
Mais pas que parce qu'on met tout et n'importe quoi, mais parce que pour nous, elles ont du sens. Ça veut dire qu'une personne qui va dire mon voisin, il fait de la peinture chez lui, donc il est artiste, la première question qu'on va lui poser, c'est ah, il vend des tableaux. Bah non, juste il fait de la peinture chez lui et il aime bien ça, mais du coup, c'est quoi le terme pour ça en fait? C'est un hobby? Non, on peut pas dire que c'est un hobby à partir du moment où l'art il est utilisé de manière, comment dire, c'est plus important qu'un hobby à partir du moment où tu l'utilises soit pour que ça soit vraiment d'aller au creux de toi, en introspection, etc. Donc comme une autothérapie, on dirait. Soit quand c'est un moyen d'expression qui va être beaucoup plus intense que juste oui aujourd'hui ça va ou oui aujourd'hui ça va pas. Donc ma propre définition de l'artiste, ce serait une personne qui utilise des outils créatifs pour exprimer autrement qu'avec les mots. Mais parce que dans art thérapeute, c'est ce qu'on fait en fait. Donc ça se rapproche aussi de qui je suis, ma définition de l'artiste finalement. Mais c'est vrai que dans le langage courant, c'est encore autre chose. Et pareil, quand on parle des ateliers d'art-thérapie et autres, on va toujours dire pas besoin d'être artiste. Donc, entre guillemets, pas besoin de savoir bien faire ou d'avoir appris une méthode créative dans quoi que ce soit pour venir participer à un atelier. Mais pour moi, c'est presque injuste dans le sens où, comme tu dis, en fait, on pourrait tous s'appeler des créateurs au-delà des artistes, tu vois. Et ça serait peut-être plus juste. Mais dans le langage courant, c'est pas ce qui est utilisé. Je comprends. Donc vraiment, c'est très controversé cette question et c'est hyper dur d'avoir une réponse, on va dire, unique et claire. C'est des vastes sujets, hein. Ouais, ça demanderait un podcast tournant à lui tout seul avec 10 personnes qui donnent leur avis. Mais d'un point de vue sociologique, je pense que ton amie, elle a complètement raison. Et en même temps, d'un point de vue purement la vie d'aujourd'hui, comment ça se passe, moi, j'aurais à cœur à ce qu'on se dise tous artistes et qu'on reconnecte avec ça parce que quand on est enfant, ça nous fait plaisir d'être artiste en faisant le théâtre dans notre chambre, ça nous fait plaisir d'être artiste en chantant à tue-tête dans la salle de bain. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a aussi cette notion-là. Et en même temps, si ce mot a été choisi pour être dans ce côté professionnel, c'est un peu pour respecter professionnellement ces personnes qui choisissent d'en faire leur métier, tu vois. Ouais, c'est tout à fait, ouais. Comme on dit à tout le monde maintenant, moi je suis thérapeute parce que j'ai fait une formation de 2 jours. Non, en fait, c'est soit tu es un être thérapeutique, quelque chose que tu as de manière innée en fait et qui fait que les gens ont confiance en toi pour te parler, que tu vas être en contact assez aisément et que tu vas pouvoir les accompagner sur un chemin qui leur fait du bien. T'es un être thérapeutique, c'est inné, t'as pas besoin de formation pour ça, même si ça aide, hein, j'entends. Et après, tu es thérapeute à partir du moment où tu as une formation concrète qui t'amène des outils. En fait, pour moi, c'est la même chose. En fait, l'artiste, il doit rejoindre les deux. Il doit rejoindre l'être artiste, cette personne qui l'a toujours été depuis tout petit, puis qui l'a nourri, ou qui l'a continué de nourrir, ou qui l'a rencontré peut-être plus tard dans sa vie. Et en même temps, ces outils-là techniques et dont on a parlé pendant tout le podcast, qui font que, en fait, s'il veut en vivre, il a aussi besoin de tous ces outils-là pour aller rencontrer les deux et être un être artistique complètement établi. Je comprends. C'est très intéressant, ouais. Ouais, tout à fait. J'ai validé le challenge. Carrément. Carrément. Et j'ai encore 2 questions pour toi. Yes. Et après, j'aurai fini. Alors, par laquelle je commence? Allez, je commence par celle-là. En quelques mots, comment tu définirais ton identité créative aujourd'hui? En quelques mots, on a dit, Ulysse. Alors du coup, attends, faut que je médite un peu. Tu peux utiliser des symboles si c'est plus parlant pour toi. Style, mon identité créative aujourd'hui, c'est un arc-en-ciel, ou c'est du jaune, ou c'est un oiseau. Parce que, attends, là, j'ai une vision. Mon identité artistique, elle est mystique, tu l'auras compris. Elle est profonde au sens de quête de vérité. Et tu vois, je vois un grand espace bleu, un peu à l'image de mon clip Errance. Je vois un grand espace bleu, comme une sorte de grande grotte souterraine. J'adore le bleu, c'est ma couleur préférée. Un grand espace bleu, ça pourrait être sous-marin ou souterrain, et je vois un personnage au centre, qui est certainement moi, dans un habit, dans un grand kimono noir, et qui fait une sorte de danse. Donc c'est rituel. Ouais, rituel, ce serait un mot, par exemple. Je qualifie mon art de rituel. C'est marrant que je n'ai pas pensé à t'en parler jusqu'à maintenant, mais mes clips, en fait,
je les envisage comme des performances, mais ça, je le dis pas à tout va, parce que tout le monde n'a pas forcément cette ouverture-là sur la question, mais je les pense comme des rituels. Regarde Guerre, le clip de Guerre, où justement c'est ma meilleure amie qui me rase la tête en direct, c'est un rituel. Errance, avec ce fameux kata de karaté qui veut dire regarder vers le ciel, c'est un rituel. Le clip de Glock, c'est moins un rituel parce que d'ailleurs ça n'a pas été écrit par moi, mais c'est plus un clip stratégique, c'est plus un morceau un peu plus formaté, un peu plus rap et tout. Mais Errance et Guerre, ce sont des rituels. Donc pour définir mon art, je dirais hybride pour le côté multiple, rituel pour le côté tout à fait mystique, tout à fait spirituel, et puis profond au sens d'introspectif, au sens de en quête de quelque chose. Donc introspectif, rituel et hybride. Tu as répondu à la question. Du coup, tu as répondu à la deuxième question en même temps, donc je n'aurais pas besoin de la prononcer. Ah, bah, ça pique ma curiosité, mais bon, ok. Bah, c'était si tu devais te présenter uniquement par ton art, que dirait ton dernier morceau de toi. Ça rejoint un peu ce que tu as dit, mais si tu veux y répondre secondairement, tu peux. Que dirait mon dernier morceau de moi? Ouais, si tu devais te présenter uniquement par ton art, comme si ton art c'était une partie de toi, quoi. Et bah justement, ce dernier morceau dont je t'ai parlé, effectivement, il parle de la foi, il parle de l'espoir. Et d'ailleurs, je fais une petite dédicace à une vieille dame que j'ai rencontrée en Suisse et qui s'appelle Anne-Lise et à qui j'envoie une pensée. Et bah tu vois, je vais finir sur cette phrase qui est dans mon deuxième couplet dans Voilà, du coup, et qui dit c'est moi qui écris, mais c'est un autre que moi qui enseigne. Tu vois, au sens du fait que quand j'écris, c'est moi qui écris, mais c'est pas moi qui, je suis qu'un réceptacle. Donc c'est moi qui écris, mais c'est un autre que moi qui enseigne. Tout cela va au-delà, au pays des rois et reines, dans les jardins célestes, comme dirait Annelise. Et tiens, je lui dédie ce texte. Et après, on repasse au refrain. Voilà. Je devrais même se couper là, le podcast, tu vois. Ouais, de ouf. Amen. Vraiment. Oh, c'est chouette. Merci de tous ces partages, Ulysse. Franchement, c'était encore plus grand que ce que j'imaginais. Bah, merci à toi d'avoir créé cette occasion et d'avoir eu la patience qu'on trouve le bon tempo dans l'univers justement pour arriver à faire ce podcast. Moi, j'ai été très heureux aussi. Je trouve que tu as posé des questions hyper pertinentes qui ont permis justement d'aller loin et de pouvoir creuser. Donc, j'espère que ça pourra contribuer à faire réfléchir des personnes qui écoutent et c'est chouette. Carrément, ouais. C'est l'objectif. Mon objectif aussi, c'est ça. C'est juste qu'on puisse échanger et puis peut-être poser d'autres questions encore que celles qu'on a posées dans l'interview chacun. Que ça puisse amener d'autres questions, hein, c'est le but, ouais. Ouais, carrément. Et du coup, je te pose pas ma final question qui arrive à chaque fois, qui est comment on met la créativité dans son quotidien. Puisque tu m'as dit que tu peinais à le faire en ce moment. Ah, mais de fou, mais tellement. Mais tu sais, mais ça, c'est un truc, justement, il y a un rappeur qui tient un truc que je trouve trop juste. Il dit, je rappe de moins en moins. Plus je dis que je suis rappeur, moins je fais du rap. Mais en fait, c'est tellement vrai. Quand j'arrive à trouver maintenant un moment de créativité dans ma journée, je suis refait, hein, je te jure. Tu fais quoi alors? Tu rappes? Bah, quand j'arrive, quand j'arrive à prendre un moment pour chanter, parce que je m'exerce au chant, à prendre un moment pour rapper, ou même un moment pour m'entraîner à la batterie ou au piano, ou des trucs comme ça. Vraiment, c'est des moments, je suis heureux, je te jure. C'est des moments, je suis heureux. Mais là, écoute, je spoil, je suis en train d'attaquer un album, là, carrément. J'ai un EP en stock qui est fini, et puis maintenant, j'attaque un album. Donc, retour aux sources, hyper à l'ancienne, hyper retour aux sources avec un beatmaker on s'entend super bien, on fait des sessions chez moi, du coup, dans mon home studio. Parfait, ça. Voilà. Il y a déjà le nom ou c'est trop spoilé? Ah non, il n'y a pas le nom, là, on est vraiment encore dans la phase créative. Mais ça, tu verras, ça rejoindra plein de trucs dont on s'est parlé, ça, c'est sûr. Trop bien. Et bah, merci encore d'avoir pris le temps, parce que je crois que c'est un des plus longs podcasts qu'on ait fait, mais en même temps... Bah écoute, voilà, là, je suis carrément en retard à mon karaté, je sais même pas si je vais y aller, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, avec nous. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner, à partager, commenter ou aimer.
On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. Et n'oublie pas, chaque instant est une clé vers soi. Alors prends soin de toi et prends le temps. Si tu veux aller plus loin, retrouve-moi sur l'Instagram Alicia-clé-vers-soi. Pour toute information concernant les ateliers et les prises de rendez-vous, ce sera sur le site internet Alicia Soins et Nature. Merci pour ton écoute et à très bientôt.